Allez. Coucou. Alors, je sors du travail. On est à 6 semaines de Toronto. Après 3 nuits de travail et dont 2 où au milieu il fallait que je fasse cardio plus training, c'était un peu chaud. Donc là, j'ai passé beaucoup trop de temps enfermé. J'ai besoin de doses de soleil aujourd'hui. Donc j'ai la chance d'habiter dans un endroit où le cadre est juste magnifique. Donc on en profite et on fait le cardio à jeun dehors. Donc 500 calories, normalement ça correspond à peu près à 7 km. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marcher un peu plus que ça. Et je vais faire toute la prom en fait. Voilà, je vais aller jusque là. et après, je ferai quand même 100 ou 200 calories de cardio en fin de journée avec ma rééducation d'épaule. Voilà, histoire de dire que le taf du jour off est bien fait. Donc du coup cette semaine je vais vous parler d'un peu de mon parcours. Déjà il faut savoir que je suis dans une famille, je suis issue d'une famille de sportifs qui tiennent une diète de sportifs du coup, voire même c'était un peu extrême avant, vraiment très peu de féculents, pas de sucre rapide, pas de plaisir coupable, voilà, tout ça ça n'existait pas dans ma famille. Et on faisait énormément, on a toujours fait énormément de sport, VTT, ski, snow, kitesurf, randonnée. Vraiment, ça n'existe pas un jour sans sport, la salle de sport est compris. Je pense que mes parents ont dû mettre à la salle à 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, après moi j'ai pris du poids parce que clairement j'avais des émotions à étouffer. Et en fait, les quantités d'aliments que je mangeais me permettaient d'avoir un sentiment d'être rassasié, on va dire. Sur le plan émotionnel, ça m'apaisait. Donc vraiment, j'ai toujours fait de la boulimie, clairement. Du coup, je mangeais que des choses saines parce que chez moi, il n'y avait que des choses saines. Mais du coup, je pouvais manger une boîte de thon, un steak et des quantités astronomiques de légumes, de salades, etc. Parce que j'avais que ça sous la main, mais vraiment des quantités astronomiques. Et en fait, progressivement, j'ai pris de plus en plus de poids, même si je faisais toujours beaucoup de sport. Je faisais du handball, du jazz, la natation synchro, plein de choses en même temps, mais ça m'a jamais aidé à perdre du poids en fait, juste à stabiliser et à compenser un petit peu progressivement ma prise de poids. Pour les études, j'ai dû arrêter de faire du sport pendant, je pense, un semestre. Et en fait, ce semestre-là, je suis passée de, je pense, 90, 95, ouais, peut-être 90 kilos, mais voilà, toujours bien entretenu quand même, entre guillemets. J'avais toujours été musclée en fait, donc c'est pas 90 kilos de gras, j'avais quand même, j'avais des sacrées formes, mais voilà, ça restait, on va dire, harmonieux, entretenu. Et du coup, cette année-là, j'ai pris, je pense, 10 kilos facilement. Et
Et finalement, enfin, je me sentais pas assez soutenue sur le plan émotionnel et psychologique pour réussir à m'en sortir toute seule avec les clés que j'avais à ce moment-là. Donc clairement, le bypass a été pour moi la solution, enfin la seule solution que j'avais. Mes parents m'ont fait commencer les régimes, je pense, à l'âge de 7 ou 8 ans. J'ai fait tout type de diététicienne, nutritionniste, endocrinologue, j'ai vu toutes les spécialités. J'ai tenté Weight Watcher, j'ai tenté tous les types de régimes et puis dans ma famille ils sont en régime hyperprotéiné toute leur vie donc clairement voilà j'avais déjà des bonnes habitudes en vrai et c'était vraiment plutôt psychologique en réalité le soutien dont j'aurais eu besoin, enfin ce que j'aurais eu besoin à ce moment-là pour réussir à m'en sortir c'était vraiment plus psychologique. Au lieu de ça, je devenais un peu le vilain petit canard. Donc j'étais un peu la personne, enfin, on me surveillait à chacun de mes repas, on me disait ce que je devais pas manger, enfin voilà, j'avais un peu pas le droit à grand chose, on va dire. Et un shaker de prot, une pomme, et tu te tais à partir de 14 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc bon, ça a créé un peu au contraire des pulsions chez moi parce que comme j'avais le droit à rien, quand j'ai commencé à avoir accès au collège, lycée, à sortir un petit peu avec un petit peu d'argent, acheter des bonbons, des conneries, clairement petit à petit je me suis lâchée totalement. Et c'est ce qui fait que comme j'ai jamais eu de chips sous les yeux, j'ai jamais eu de Nutella sous les yeux, enfin si j'en avais à la maison mais du coup j'avais pas du tout le droit d'y toucher ou au contraire c'était là et du coup je le mangeais en secret, en cachette on va dire. Du coup, clairement, tout est devenu une source de pulsion. C'est-à-dire que vu que j'avais droit à rien, si on mettait devant moi, et encore maintenant, je pense que des fois, si on met devant moi au mauvais moment quelque chose, un paquet de chips, je suis incapable d'en manger 4-5 et de m'arrêter. Si je l'ouvre, je vais le manger en entier. Après, j'ai la chance que les bonbons, c'est pas trop mon truc. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais clairement, j'ai tellement eu pas accès ou pas droit à grand-chose. Du coup, toutes ces choses-là, si on me les mettait devant les yeux, forcément, je cédais et je mangeais tout. Enfin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, voilà. Et surtout, vu que c'était pulsionnel, émotif, en réalité, quand j'arrive à la fin de quelque chose, j'avais aucune satisfaction réelle, aucun plaisir gustatif réel, et plutôt même une culpabilité. Et du coup, ça a engrangé on va dire une poursuite de la prise de poids et du déclin de l'estime de moi-même, du sentiment d'être incapable. Et en fait, petit à petit, c'était de pire en pire, j'ai envie de dire. Et j'étais encore plus un problème dans ma famille. Donc du coup, j'ai fait un bypass, c'est-à-dire que on m'a shunté l'estomac. Donc on a coupé en dessous de l'estomac et on me l'a branché au-dessus. Donc l'estomac est toujours dans le corps, mais il sert à rien en quelque sorte. Du coup, c'est comme si j'avais que du tuyau. Donc au début, il faut savoir que j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. J'étais à 108 kilos avant l'opération. J'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Je me suis retrouvée en fait complètement fine et j'avais plus aucune forme, même plus les muscles. Clairement, j'étais toute plate. Et c'est pas du tout quelque chose qui me plaisait parce qu'en soi, j'ai toujours aimé avoir des formes, surtout des muscles, on va dire, parce que j'étais quand même sacrément musclée. Et en fait, je me suis vue plate avec la peau qui pendait et j'aimais pas du tout ce que je voyais. Mais en même temps, je me suis dit, ça y est, je vais enfin pouvoir aller à la salle et pousser des charges alors qu'on m'interdisait entre guillemets de pousser des charges par peur que je prenne du poids sur la balance, parce que même en faisant que du cardio, je prenais du poids sur la balance. Donc du coup, c'est un peu quand mes parents ils avaient le dos tourné, enfin quand mon père avait le dos tourné que je faisais un petit peu des machines avec des charges légères à répétition longue, on va dire, mais dans l'espoir d'avoir quand même du plaisir dans ce que je faisais à la salle de sport. Et voilà, après petit à petit, j'ai pu continuer à m'entraîner de plus en plus quand même. Donc voilà, je faisais quand même de la muscu de temps en temps. Donc bon, voilà, mes parents, c'est dans la race habitude de faire de la muscu, donc j'ai toujours eu un peu les bonnes indications quand même. Ça a coulé de source pour moi, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et du coup, arrivé après le bypass, après avoir perdu tout ce poids, et je me suis dit, ça y est, enfin, je peux tailler le corps que je veux. Maintenant, il va falloir que je fasse tout pour retendre cette peau. Il va falloir que je fasse tout pour combler et gagner le volume musculaire qui me plaît, pour avoir les belles formes qui me plaisent. Et j'avais quand même cette notion de mes émotions, qu'est-ce que je pouvais en faire, parce que là du coup je pouvais plus manger. En fait si je mangeais des quantités, en fait au tout début on peut
plus du tout manger. Pendant 2-3 semaines, on va boire du bouillon et des tisanes, des thés. Après, on va réinsérer progressivement une alimentation où on va devoir tout mixer. Donc, on mixe des protéines, les légumes et des féculents ensemble. Donc, au début, on mange un tout petit peu, mais en plein de fois sur la journée. Il faut vraiment se forcer progressivement à manger en fractionné des aliments de qualité mixés pour réussir progressivement à manger un peu plus de quantité. Step by step, il va y avoir des fois où on va en avoir jusque là, des fois on va avoir envie de vomir, des fois, mais voilà, il faut se forcer progressivement pour retrouver, on va dire, une quantité alimentaire, un bol alimentaire normal, enfin semi-normal, hein, parce que du coup il y a des personnes qui n'y arrivent pas du tout, apparemment ça doit être beaucoup plus dur, je pense peut-être c'est plus resserré ou je sais pas. Moi voilà, j'ai pu petit à petit en me forçant avec ma volonté et en mangeant vraiment en fractionné plein de fois sur la journée, progressivement reprendre du poids de la bête. La première année quand j'ai repris la salle de sport, clairement je pense mes premières séances, mon premier mois, au bout de 20 minutes de sport, même pas de cardio, hein, basse intensité, je faisais une hypoglycémie. Sauf que en fait à cause du bypass, moi je supporte pas le sucre fort en bouche, ça me fait faire des hypoglycémies réactionnelles, encore plus si je suis sous le soleil ou des choses comme ça. Donc en fait le principe c'est que si je mange quelque chose qui est sucré, comme je vais pas l'absorber parce que j'ai pas d'estomac, je vais l'absorber beaucoup plus longtemps après. En fait mon palais va quand même détecter le sucre, on va envoyer comme signal à mon cerveau que il doit envoyer de l'insuline pour absorber le sucre, pour l'envoyer dans les cellules en quelque sorte. Sauf que le sucre en réalité, moi il l'absorbe pas à ce moment-là, il l'absorbe bien plus tard. Donc l'insuline me fait faire une hypoglycémie. On appelle ça l'hypoglycémie réactionnelle. Et en fait moi, faut savoir que l'été, si je mange un fruit alors que je suis au soleil, un fruit sucré, genre juste mûr en fait, je peux faire une hypoglycémie réactionnelle. Si je vais dans une pâtisserie ou quoi que ce soit et que je mange une pâtisserie comme ça, isolée en plein milieu de l'après-midi, genre sans autre aliment autour pour tamponner le sucre en fait dans ma bouche, ou avoir déjà anesthésié un peu mon palais avant, je vais faire une hypoglycémie réactionnelle. Les boissons, c'est le pire. Au niveau des boissons, je peux vraiment pas boire quelque chose qui a vraiment un goût sucré. Les jus, les sodas, en fait. Le Coca Zéro, ça passe. Je sais pas trop expliquer pourquoi, c'est sûrement les bulles. Je crois que les bulles aident à anesthésier un peu cette sensation de sucré en bouche. Mais sinon voilà, tout ce qui est plat, enfin les iced tea, les trucs comme ça, je les dilue. Un iced tea, je mets un tiers d'iced tea et 2 tiers d'eau si jamais je veux vraiment en boire un, mais bon voilà, du coup c'est pas forcément un plaisir. Donc voilà, donc tout ça c'est pour tout ce qui a été conséquence du bypass sur ce plan-là. Du coup sur le plan métabolique, je vous disais, je faisais des hypoglycémies après les séances. Au début, 20 minutes de cardio, ça faisait une hypoglycémie, sauf que je pouvais pas me resucrer, je peux pas me resucrer avec des choses qui ont un goût sucré. Donc du coup, je prenais des féculents, clairement, donc je devais rentrer chez moi, ou après du coup je prenais un tube avec moi, je mangeais mes pâtes ou du riz, voilà, et j'attendais clairement que ça fasse effet pour me resucrer. Donc des fois pendant 1 heure, 2 heures, j'étais blanche, livide par terre, et j'avais des nausées, j'avais des coups de froid, de chaud, de pas bien. Et je vais attendre en fait que les féculents, mon corps les assimile et refasse monter mon taux glycémique en quelque sorte. Et du coup, petit à petit, je poussais mes limites, je repoussais les limites de mon corps. C'est-à-dire que je faisais une hypoglycémie au bout de peut-être 30 minutes de musculation, et puis progressivement au bout de 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Mais je me mettais quand même tout le temps dans le rouge. Et je me disais, tant pis, j'ai envie de me donner à la salle et j'ai envie de repousser mes limites. Et j'ai pas envie de m'arrêter à tel moment où je sens que je commence un petit peu à me sentir pas top. Et en fait, finalement, le fait de repousser ma limite a fait que mon corps progressivement était capable de supporter plus. Donc je pense que finalement c'était peut-être quand même la bonne méthode, même si c'était soigner le mal par le mal, c'était quand même la bonne méthode. Et puis j'ai pu quand même du coup progressivement retendre ma peau grâce au sport très rapidement derrière l'opération finalement. Après je l'ai fait jeune, moi mon bypass je l'ai fait à 18 ans. J'ai pas vraiment eu de suivi à l'hôpital parce que clairement ils ont trop de rendez-vous, c'est une opération, ils en font beaucoup trop. Donc plus de psychologie, enfin rien sur le plan psychologique, rien sur le plan nutrition. Enfin c'est vraiment la cata les suivis, hein, voilà. Donc moi je me fais suivre par mon médecin en faisant régulièrement des bilans sanguins parce que du coup au niveau des vitamines, je dois prendre des vitamines toute ma vie pour compenser le fait que j'absorbe
très peu de vitamines de mon alimentation en quelque sorte. Donc il faut en apporter beaucoup plus pour avoir la chance d'en absorber suffisamment, on va dire. Ça va que mes bilans, ils ont toujours été vraiment nickel chrome. J'ai jamais de problème de bilan. Il y a juste le fer. Oui, ça m'est arrivé de faire des anémies à cause du manque de fer. Mais c'est parce que la source du fer était très mauvaise. Et maintenant que j'ai trouvé le fer qui est adapté, d'ailleurs, je pense qu'à tout le monde, il correspond beaucoup mieux que les fers qui sont prescrits par les médecins. Et du coup, maintenant que j'ai ce fer-là, vraiment, j'ai plus de problème. Généralement, c'était pendant mes opérations qu'on me disait il fallait que je me dépêche de faire monter ce taux de fer parce que sinon, les chirurgiens ne voulaient pas m'opérer. Et voilà, donc maintenant que c'est bon, j'ai trouvé le fer qui me convient, j'ai plus du tout de soucis, j'en prends un cachet tous les 3-4 jours, voilà, juste pour maintenir et j'ai pas de problème, j'ai plus de problème d'anémie, de fatigue, etc. Donc tout ça, c'est pour le bypass. Du coup, les hypoglycémies réactionnelles, tout ça, au niveau de la peau, clairement, moi, mon plus gros souci au tout début, ça a été mes seins. Vraiment, ils ont pris un choc, c'était un truc de fou. Voilà, moi, c'est ma mère, elle m'a dit, Morgane, on peut pas rester comme ça, va falloir faire quelque chose. Donc, quand à 19 ans, ta mère, elle te dit, tes seins, ça va pas du tout, Morgane, va falloir qu'on trouve une solution. C'est que vraiment, il fallait trouver une solution. Donc, du coup, j'ai vendu ma première moto et ma grand-mère m'a aidé pour payer mes premières, ma mastopexie et mes prothèses mammaires. Donc j'ai été voir un très bon chirurgien de Nice qui fait quasiment que des seins. J'étais super satisfaite du résultat, vraiment au niveau des proportions par rapport à mon âge et tout ça. Il a fait super attention à pas mettre quelque chose de trop volumineux. Il me l'a mis derrière le muscle. On appelle ça en dual plan. Donc en fait, il faut savoir que le pectoral, il est comme ça et comme ça. Et donc en gros, il est glissé, la prothèse, elle est glissée en dessous du muscle. Avec le recul, on dit souvent que c'est ce qui correspond le mieux aux sportifs. Mais c'est vrai que moi, sur ce que je vois, c'est que les filles sur scène avec le taux de masse grasse très sec, quasiment à l'année, et puis même sur scène, en vrai, le problème, c'est que vu que les pectoraux sont insérés là, voire des fois un peu là, moi les miens, ils sont assez éloignés. En fait, du coup, mes prothèses, elles sont beaucoup trop écartées à mon goût. Donc, en réalité, il faudrait que je passe maintenant que j'ai un corps plus musclé, on va dire, et que ce serait plus harmonieux avec mon volume du bas du corps, etc. Je peux me permettre d'avoir une prothèse un peu plus grosse. Du coup, en réalité, l'idéal, ce serait maintenant que j'ai une prothèse, en réalité, ce serait devant peut-être le muscle. Mais voilà, même s'il y aurait plus cet effet de rondeur et donc, du coup, de moins naturel, du coup, ça permettrait que ça soit plus proche au milieu parce que là, pour le coup, ils sont vraiment écartés. Si je contracte, si vous voulez, mes seins, ils commencent là. Donc, c'est pas trop esthétique. Enfin, voilà, ça me plaît pas trop, mais voilà, c'est pas grave. C'est vraiment, c'est un moindre mal et j'ai quand même eu déjà la chance de pouvoir me faire opérer super jeune. Je pense pas que ce soit un parcours que dans beaucoup de familles aurait été accepté, toléré, soutenu ou aidé. Donc j'ai déjà eu beaucoup de chance d'accéder à me faire refaire les seins à 19 ans. Franchement, c'était déjà une chance pour moi. Donc j'en suis très reconnaissante à ma famille pour ça déjà. Donc voilà, donc moi c'était vraiment les seins. Après progressivement, bien sûr, je faisais vraiment un complexe par rapport à ma peau du ventre et du tour de taille globalement. Et sous les fesses. Alors ça, sous les fesses, c'est toujours mon problème. Je fais toujours beaucoup de complexes avec ça. Vous me verrez très rarement en short. Parce que j'ai toujours le sentiment d'avoir un pli sous les fesses. Et ça me fait complexer tout simplement. Il n'y a que les jours autour de la scène. Et encore, ceux qui m'accompagnent peuvent en témoigner. Des fois, même la veille de la scène, j'ai encore le pli sous les fesses. Le jour J, d'un seul coup, il disparaît. Et parce que la peau, elle est, on cherche à enlever la rétention d'eau, tout ça. Donc mon corps, d'un seul coup, il évacue l'eau en trop. Et du coup, la peau, elle se plaque. Et là, elle est nickel. Et il n'y a plus de pli sous la fesse. Mais des fois, juste le lendemain matin, ou même le soir même, paf, il y a le pli qui revient. Donc voilà. Donc moi, c'est un peu l'objectif de ma vie. C'est réussir à enlever ce pli sous la fesse. C'est vraiment mon gros complexe et je pense qu'avec le volume musculaire, petit à petit, je vais réussir à gommer ce défaut. Donc voilà, j'ai hâte que ça arrive. Mais voilà, si ça met encore 2-3 ans pour que quasiment à l'année, j'ai plus de plis sous la fesse, c'est pas grave. En soi, vu d'où je viens,
c'est pas grave, il reste plus que ça. J'adapte mes habits, j'adapte mes postures. Et puis voilà, dans le posing de toute façon normalement. Et puis avec le physique de scène, le jour J, j'ai pas de problème. C'est ce qui compte le plus. Après, au quotidien, bien sûr, on a tous des défauts. On a toujours quelque chose qu'on aime moins chez soi. Et du coup, ben voilà, moi, je sais que c'est ça. Ensuite, du coup, j'avais la peau du ventre. Pour le coup, la peau du ventre qui était vraiment pas tendue du tout. C'est-à-dire que quand je tirais dessus, j'allais jusqu'à ici, à peu près. Donc, c'était vraiment hyper extensible. Par contre, quand je tirais pas dessus, c'était assez plaqué. Si vous regardez sur mon profil, je vais essayer de vous mettre une photo. Vraiment, si je tirais pas sur la peau ou quoi que ce soit, si j'allais à la plage, vous auriez pas dit que j'étais une ancienne obèse, vraiment. C'est si je tire sur la peau, là je me rendais compte que vraiment il y avait un tablier quoi. Sauf que ben du coup clairement entre le pli sous les fesses plus cet excédent de peau qui rendait mon bas du dos pas très esthétique, ben, clairement je me voyais pas du tout monter sur scène avec cette condition là. Donc moi au niveau du coaching on me disait que ben si je pouvais y aller j'aurais pu commencer à faire de la scène, mais vraiment moi pour ma confiance en moi personnelle je me voyais pas du tout monter sur scène alors que je travaillais autant pour mon physique et je me dépassais autant tous les jours pour présenter un tel physique aussi dégradé par cette peau en trop en fait. Clairement je préférais attendre des années avant d'avoir les moyens de me payer cette opération qui est vraiment hyper chère pour retendre cette peau du tour de ventre plutôt que de monter et pour monter sur scène pour montrer un corps dans lequel j'étais pas à l'aise et pas satisfaite. Donc voilà, vraiment l'objectif premier de ma vie à ce moment-là et pendant peut-être 1 an, 2 ans je pense, c'était vraiment, je voyais que par ça, je ne vivais que pour ça. Tous les jours je me disais un jour je vais réussir à me faire opérer cette putain de peau du ventre. Vraiment, c'était mon obsession, je ne pensais que à ça. Et du coup, ben, clairement, quand j'ai compris que mon bien-être tournait quasiment que autour de ça, c'est-à-dire que ben, je serais toujours pas heureuse dans ma vie tant que je pourrais pas mettre un pied sur une scène pour montrer le physique que je construis depuis maintenant plusieurs années, et ben, je me sentais pas bien dans ma peau. De toute façon, même au quotidien, en réalité, même si ça se voyait pas, moi je le savais et moi je voyais que ça. Mes proches vous le diront, je passais mon temps à tirer sur ma peau, à faire ça. Dès que je m'asseyais, je remettais mes habits pour être sûr que ça passe pas un pli au-dessus, en dessous, sur les côtés. Si j'étais à la plage, je me tenais toujours comme ça. En fait, en arrière pour pas que mon ventre fasse des plis. Enfin voilà, j'ai plein de plus le fait que bah du coup j'ai jamais mis de short en fait. Je pense que je mettais des shorts quand j'étais obèse, même à 105, 108 kilos, je mettais des shorts vraiment. Je me suis toujours assumée. Par contre, c'est vrai que direct après, j'ai plus mis de shorts pendant peut-être 3 ans. Ouais, 3 ans, je pense que j'ai pas mis de shorts parce que c'était vraiment dur pour moi de montrer le haut de mes jambes mal tendu, le pli sous, enfin peut-être possiblement le pli sous ma fesse si on voyait. Voilà, ça me complexait vraiment énormément. Donc ça c'est pour tout ce qui est, donc je vous ai dit, j'ai fait ma mastopexie, du coup j'ai décidé de faire un body lift par la suite. Entre temps j'ai fait une chute en moto lors de laquelle je me suis subluxé l'épaule, que je me suis remise toute seule en place. Donc du coup j'ai fait juste une rééducation et elle tenait plus ou moins, je faisais attention, tout ça. Jusqu'à ce que en fait je me la reluxe à la salle sur un mouvement très simple. Je la remets encore en place. Une fois j'étais en train de faire une course, une color run, et juste en me poussant contre un mur, un truc qui rebondissait en gonflable, elle s'est reluxée. Et du coup j'ai compris qu'il fallait que je me fasse opérer un de ces 4. Quand j'ai voulu passer mon BPGEPS, on m'a dit bah en fait il y a des performances à passer en haltérophilie. Donc autant vous dire que l'arracher l'épaule et jeter mon épaule c'était pas possible. Donc j'ai dit bah ok, en fait j'ai 3 mois avant de devoir passer mes examens, donc je vais me faire opérer là maintenant, et dans 3 mois mes examens je les aurai. Donc je suis allée voir mon chirurgien et je lui ai dit d'accord chef, donc en fait je vous explique, j'ai 3 mois pour passer des performances d'haltérophilie. Il m'a dit ça va pas être possible. Je lui ai dit alors ça c'est parce que vous me connaissez pas. Donc en fait on va faire l'opération là, c'est Noël dans 2 semaines. On fait l'opération là, comme ça je suis en vacances en plus, au moment où on fait l'opération, donc je loupe pas de cours, rien.
Et clairement, moi, dans 3 mois, je vais passer mes performances. Il m'a dit, Morgane, tu ne pourras pas. Je dis, si, je vais réussir. Bon, bah, figurez-vous que j'ai réussi. J'ai réussi, je m'en suis vachement bien sortie. Mon épaule, elle a tenu. Et un mois ou 2 après, du coup, je travaille de nouveau plus le haut du corps parce que mon du corps a toujours été trop développé à mon goût et par rapport au bas et par rapport à la ligne wellness que j'ai toujours cherché à avoir. Et donc j'ai arrêté de travailler le haut du corps et en fait mon haut du corps, au fur et à mesure qu'il se démusclait ou je m'en servais pas du tout, en fait l'épaule est devenue plus sensible et juste il me semble juste sur un mouvement comme ça, assez simple, même pas, je crois juste pour déplacer une barre, je me suis à nouveau luxé l'épaule et j'ai cassé en fait le matériel que le chirurgien m'avait mis. Donc le chirurgien m'a fait une butée, une plus un bancard, on appelle ça. Donc le but c'est juste d'immobiliser en fait l'articulation de l'épaule dans sa place, si vous voulez. Parce qu'il n'y a plus de ligaments. Enfin, moi, j'ai déchiré tous les ligaments. J'ai la chance d'avoir tous les tendons. Par contre, des muscles qui maintenaient quand même. Donc, c'est vraiment... Voilà, il fallait juste mieux la fixer. Et comme je suis hyper laxe, clairement, c'est assez dur de bien la fixer. Parce que du coup, j'ai une capacité de rotation de mon épaule qui est assez incroyable. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc du coup j'ai cassé le matériel chirurgien, donc en fait depuis je peux plus trop me servir de mon épaule, il faut pas que je pousse vers le haut de trop, pas en avant de trop non plus. La dernière fois je me la suis luxée parce que dans la nuit j'ai fait ça et en fait je me suis réveillée d'un seul coup parce qu'elle s'est luxée. Donc en fait voilà, elle se luxe un peu pour tout et rien. Je suis chuté en vélo la dernière fois pareil comme ça, paf, elle s'est luxée. Donc voilà, là clairement il faut que je repasse au bloc, on verra après la saison. Parce que là maintenant c'est pas du tout ma priorité et comme j'ai pas besoin de travailler le haut du corps, voilà, je fais juste en sorte de la maintenir un minimum musclée, enfin grâce à ma rééducation une fois par semaine d'épaule que je vous ai mis dans la vidéo. Tout simplement parce qu'elle me fait mal au quotidien quand elle est démusclée comme là maintenant. Au travail elle me fait mal, dans la nuit des fois elle me fait mal, sur mes exercices de soulevé de terre. Des choses comme ça en fait où je dois tenir des charges en avant en fait, clairement mon épaule elle tient pas du tout contrairement à l'autre, donc c'est comme si j'avais un bras qui partait comme ça et l'autre normal, donc en fait je crée un déséquilibre dans tout mon corps, donc du coup j'ai un ischio qui... Excusez-moi, j'ai une petite coupure téléphonique. Donc je disais, j'ai un ischio qui travaille moins que l'autre, un fessier qui avait moins de connexion que l'autre, etc. Donc voilà, tout ça c'est pour l'épaule, donc du coup il faut que je me fasse réopérer de l'épaule. Donc il faut que je me fasse réopérer des seins, il faut que je me fasse réopérer de l'épaule. Et ensuite j'ai fait mon body lift. Donc le body lift, ça consiste en fait à enlever de la peau sur tout le tour de la taille. Parce que j'avais de la peau en trop sur tout l'espace en dessous des fesses jusqu'au milieu du dos. Et devant, surtout le ventre en fait. Donc il m'a enlevé le chirurgien l'équivalent de ça de peau. C'est-à-dire que mon nombril, il a dû me le découper et me le remonter. La cicatrice que j'ai une cicatrice qui est ici, voilà, de mon bypass. En fait, à l'avant, elle était là. Voilà, donc c'est pour vous dire, mon nombril, il me l'a remonté énormément. Voilà, donc faut dire que c'est une opération très très lourde. J'ai passé, moi qui ai l'habitude des opérations du coup, et puis pas des opérations sympathiques, j'ai passé 20 jours. 20 jours ou 25 jours, un truc comme ça. Alité à saigner à mort, de devant, de derrière, de partout, ça pissait le sang. J'avais une collection de sang sous le ventre et il fallait me ponctionner tous les 3 jours avec une grosse aiguille pour enlever en fait le sang pour que la peau elle se replaque plus vite et que les résultats soient plus évidents. Donc ça a été vraiment hardcore, hein. Ma mère elle se déplaçait derrière moi dans la maison avec des carrés pour récupérer le sang partout où j'allais. C'était vraiment très très dur et en fait pendant cet alitement je sentais bien que j'avais très très mal aux fesses. Et en fait clairement le fait d'être alité sur une zone de mon fessier, donc mon haut fessier, pendant des jours et des jours durant, en fait ça m'a détruit complètement le muscle du haut fessier. J'avais plus de connexion nerveuse, je sentais plus du tout et mon muscle s'est aplati. Vraiment, il s'est détruit en fait, hein. C'est pas juste il s'est dégonflé, il s'est détruit. Donc j'avais plus de connexion nerveuse et j'avais plus du tout de muscle en fait sur cette zone-là. Donc mon fessier il commençait que en dessous. Et depuis j'ai encore en galère. Depuis voilà, ça va faire bientôt 2 ans et demi, 3 ans que je travaille à mort sur les sensations, les connexions du haut fessier,
avec de l'électrostimulation, en mettant mes mains dessus, avec des exercices vraiment ciblés. Et enfin voilà, c'est très très progressif. Ça fait seulement même pas 6 mois, 1 an que je commence à le ressentir et que je trouve qu'il commence à réévoluer. Mais voilà, clairement, ça fait partie de mes défauts physiques en tant qu'athlète là maintenant. C'est mon manque de haut fessier à la suite de l'opération. Mais bon voilà, je regrette pas parce que même avec la grosse cicatrice que j'ai eue, donc il faut savoir que la cicatrice était vraiment affreuse parce que moi je surcicatrise, donc c'était rouge fluo, épais, vraiment c'était horrible. La cicatrice en plus elle est assez épaisse. Autant que je vous montre en fait, voilà, ça fait tout le tour comme ça. Donc voilà, clairement au début c'était ça mais en version rouge fluo, c'était vraiment pas beau. Mais voilà, moi je sais que à force que je reste au soleil, l'été, etc., toutes mes cicatrices qui sont comme ça à la base, petit à petit elles s'atténuent et on les voit de moins en moins. Et voilà, du coup j'arrive facilement à vivre avec. Moi j'ai jamais eu de problème avec les cicatrices, de toute façon j'en ai un peu de partout, entre mes chutes en moto, mes opérations et j'en passe. Du coup, voilà, clairement les cicatrices ça me gêne pas du tout pour le quotidien. Sur la scène, je payais des tattoo cover mes 2 premières années. Donc en fait, clairement, on met du fond de teint, enfin c'est l'équipe de Tan qui met du fond de teint de manière un peu épaisse sous la 2e couche de Tan. Et du coup sur la scène, quand on me regarde comme ça, on a l'impression que c'est trop clair. Mais quand j'arrive sur scène et sur les photos de scène, vous voyez bien que c'est, voilà, on n'y voit que du feu. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Et cette année à la régionale, généralement je paye pas de tattoo cover parce que voilà, c'est pas censé m'enlever des points d'avoir sa cicatrice. Donc bon, je me dis bon, c'est pas très grave. Et en fait, cette année à la régionale, j'ai rien fait de particulier et je trouve qu'elle ne se voyait quasiment pas. Donc je pense que cette année, je vais pas du tout faire de tattoo cover. Je vais peut-être moi-même avec un peu de maquillage parce que j'apprécie beaucoup me maquiller, donc je sais qu'un peu j'ai un peu les bases du maquillage. Je vais moi-même dissimuler un petit peu la cicatrice. Mais voilà, clairement, c'est plus du tout un problème pour moi. Vous voyez bien, elle est foncée. Mais voilà, ça va faire 2 ans. Donc ça va faire que 1 an que je la mets au soleil. Et vraiment, je vois à quel point elle s'est atténuée. Et je vois les autres cicatrices que j'ai sur mon corps, à quel point elles se sont atténuées avec le temps. Donc je pense pas que j'aurai besoin de faire du laser ou quoi que ce soit. En vrai, je vais attendre encore 1 an ou 2 et ça passera très bien. Du coup, au niveau de la tension de la peau maintenant, il faut savoir que du coup la zone, en fait le chirurgien m'a décollé la peau des fesses, coupé un peu entre les fesses pour rehausser mes fesses parce que pour essayer de gommer un peu ces plis du coup sous les fesses qui m'ont toujours gêné. Donc ça a quand même bien fonctionné, hein. C'est le résultat vraiment, je remercie mon chirurgien parce que sans lui je pense qu'un autre chirurgien n'aurait pas forcément voulu faire ça en tout cas. Et lui il m'a fait ça et vraiment le résultat incroyable dans le sens si vous voyez ce que j'avais avant et ce que j'ai obtenu maintenant, on va dire, voilà, j'en suis vraiment très très satisfaite. Encore une fois, j'en ai perdu mon fessier, j'en ai souffert beaucoup de cette opération, mais enfin voilà, sans ça, j'aurais pas pu commencer la scène, donc clairement, voilà, c'est une étape difficile, il y a eu des plus et des moins, mais voilà, clairement, j'en suis contente. Et du coup cette cicatrice qui va petit à petit disparaître, il n'y a pas de souci. Au niveau de la tension de la peau, je vous disais, maintenant j'ai le ventre vraiment hyper tendu, j'ai limite voilà, j'ai des veines un peu sur le ventre presque toute l'année, hein, parce que du coup la peau elle est très très tendue. J'ai voilà, donc toujours ce problème de tension de peau sous les fesses et sur les cuisses. J'aurai toujours un excédent de peau au niveau dessus de la cuisse parce que bon, c'est pas un endroit où on n'a pas de moyen chirurgical pour enlever cet excès de peau. Donc moi j'hydrate beaucoup pour compenser ça. Parce que ma peau en vrai, année par année, elle continue à se retendre un petit peu progressivement partout sur mon corps. Donc du coup, moi je continue à beaucoup m'hydrater et beaucoup hydrater ma peau. Vraiment, c'est quelque chose, un geste quotidien pour moi, voire bi-quotidien pour moi. J'accepte pas que ma peau elle soit sèche en fait, hein. Dès qu'elle est sèche, ça veut dire qu'il faut que j'aille crémer. Je retourne et je remets une couche de crème, hein. J'hésite pas. Quand je vais au soleil, je mets 3-4 couches de biafine derrière pour être sûr de pas avoir déshydraté ma peau. Voilà, ça c'est vraiment une de mes obsessions. Voilà, autre conséquence de mon obésité, je dirais ma rétention d'eau. En fait, clairement, sur le plan physiologique, anatomique, tout ça, ce qui se passe, c'est que quand on devient obèse, quand on prend du poids, du surpoids, en fait, les cellules graisseuses, quand elles sont pleines,
quand elles sont à leur maximale, parce qu'on continue à prendre du poids, elles vont se démultiplier. Donc, il va y en avoir des nouvelles qui vont se créer. Sauf que même si on perd ce poids, ces cellules-là, elles ne vont pas se détruire. Elles vont rester toute notre vie dans le corps. Donc, on a un stock de cellules graisseuses beaucoup plus important qu'une personne qui n'a jamais été en surpoids, clairement. Donc, en fait, j'ai beau les avoir vidées, ces cellules, elles sont présentes dans mon corps. Et ces cellules-là, elles n'aiment pas, ça les stresse d'être vides. Donc, en fait, elles vont se remplir d'eau pour compenser le fait qu'elle soit vide de gras. Donc du coup, je fais beaucoup de rétention d'eau. D'où le fait que moi, un jour où dès que je suis pas reposée, eh ben, je peux faire 2 kilos de plus sur la balance, 2-3 kilos de plus. Et la veille de la compétition, et je pense jusqu'au jour de la compétition, vraiment mon physique, il change, mais du tout au tout. La déshydratation sur mon corps, ça change tout. Parce que du coup, cette eau sous-cutanée qui est stockée, d'un seul coup, elle s'en va. Et là, d'un seul coup, j'ai la peau plaquée et j'ai un niveau de sèche qu'on ne peut pas du tout voir tel qu'il est là maintenant. Là, en réalité, au niveau de sèche que vous voyez, par exemple, en réalité, je suis beaucoup plus sèche que ça. C'est vraiment, j'ai un excédent de flotte en fait sous la peau tout le temps. Quasiment tout le temps. Il n'y a que le matin à jeun où je ne l'ai pas trop. Et des fois, on va dire vers la milieu, fin de training, en fait, à force de transpirer, je pense, même si je m'hydrate bien, le fait que je transpire, cette eau sous-cutanée, elle s'évacue un peu. Et du coup, le post-training, clairement, là, quand je vous mets la photo post-training en story, je pense que c'est un des moments où je suis le plus découpé. Clairement, c'est parce que cette peau sous-cutanée, elle est partie. Donc, ça ressemble plus à mon physique que je peux avoir le jour de la scène. En gros, à la condition que j'aurai le jour de la scène, ça. Donc, voilà. Excusez-moi, je fais une petite coupure. J'étais en cours de posing avec Ashley. C'était mon horaire. J'ai un peu des plannings hors du commun. Du coup, qu'est-ce que je voulais aborder d'autre avec vous? Du coup, mes TCA. Donc, ma boulimie. Clairement, comme le bypass m'a empêché de manger les quantités que je mangeais avant, j'ai décompensé sur d'autres addictions en quelque sorte. Je me suis mis à cette période-là, après mon bypass, j'ai eu une phase où je buvais beaucoup, ensuite j'ai fumé, ensuite j'ai fait un peu de tout. Oh, excusez-moi. J'ai fait un peu de tout, j'ai eu un peu toutes les addictions basiques, on va dire, hein, pas partir dans les trucs incroyables non plus. Et jusqu'à ce que je me dise, en fait, j'ai pas besoin de tout ça maintenant, j'arrête tout ça. Sauf que après, quand j'ai pu recommencer progressivement à manger des quantités, on va dire, normales, là, je pense que j'étais en diète, j'étais en prépa, tout ça, donc c'était pas très grave, j'étais focus, j'avais un objectif en tête. Moi, vraiment, mon problème, c'est que j'ai jamais eu de satiété, du coup, parce que je mangeais des quantités énormissimes. J'ai jamais plus faim, en fait. Donc, en gros, la faim, pour moi, c'est une sensation que j'ai quasiment du matin au soir. Enfin, en tout cas, l'impression d'avoir faim. Parce que la vraie faim, je l'ai eue après mes opérations où je ne pouvais pas manger pendant plusieurs jours, voire semaines. Donc, je sais ce que c'est que la vraie faim. Donc, je sais que ce n'est pas une vraie faim que je ressens. C'est juste une sensation. Du coup, j'arrive à la gérer parce que j'en ai la conscience, en quelque sorte. C'est-à-dire, je sais quand je ressens un sentiment de creux, que j'ai envie de manger un truc, que ce n'est qu'une envie. Que c'est facile à gérer, en réalité c'est dans ma tête, donc c'est mon cerveau qui dit tiens Morgane, pourquoi tu mangerais pas ce petit truc, mais en vrai j'en ai pas besoin, ça m'apporte rien et c'est pas vraiment faim, mon corps il n'a pas un réel besoin. Alors que là par exemple quand je suis en prépa, oui ça peut être une vraie faim parce que mes quantités elles sont diminuées quand même de manière assez drastique, même sur mes diètes les plus strictes. J'ai le mental qui est là et qui est facile à contenir, on va dire, dans le sens où j'ai un objectif bien précis qui est dans tant de semaines ou tant de jours. Du coup, c'est facile pour moi de me dire, mais en fait, voilà, c'est temporaire, c'est pas grave, ça va passer et bientôt je pourrai à nouveau manger. Donc, c'est facile pour moi de tenir, on va dire, ma diète et de pas avoir de pulsion ou d'obsession alimentaire. Quand je suis en prépa et que j'ai un objectif fixe en fait, très ciblé. Moi mon problème clairement, les moments où j'ai le plus de difficultés à lutter contre mon passé de TCA et mes TCA, parce qu'en réalité c'est toute la vie les TCA, clairement moi je l'associe à une addiction comme une autre. C'est comme si on était alcoolique, c'est comme si on était, sauf qu'en fait l'alcoolisme, les drogues et tout ça,
c'est des choses qu'on sait que c'est malsain pour le corps. On sait que pour la santé, en réalité, faudrait pas du tout, faut pas du tout y toucher en quelque sorte. Alors que l'alimentation, il faut apprendre à en manger. Il faut apprendre à manger de tout. Il faut apprendre et à se faire plaisir. Mais voilà, c'est une question de proportion, c'est une question de qualité, c'est une question de moment. Et en fait, c'est un peu ça la difficulté. Pour moi, c'est une des pires des addictions et toute ma vie, je vais devoir lutter contre. Mais je sais détecter quand c'est plus dur pour moi à gérer. Et du coup, comme je vous disais, c'est que en prépa, en sèche, tout ça, c'est facile pour moi, entre guillemets, bien sûr. Hein, je suis jamais à couvert d'un surplus d'émotions, vraiment quelque chose qui me semble ingérable, un moment, un pic ouais, voilà, vraiment d'émotions ingérables. Je sais pas, hein, je me le souhaite pas, mais il arrive quelque chose de grave à quelqu'un qui m'est proche. J'aurais beau être en prépa, c'est possible demain que je me mette à craquer et manger un truc spontanément débile qui me passe devant les yeux parce que là maintenant tout de suite j'ai le sentiment d'en avoir besoin et j'arrive pas du tout à gérer mon émotion et je suis fatiguée et je me dis de toute façon c'est pas grave, c'est un moindre mal, là pour l'instant c'est pas ma priorité là maintenant, tu vois. Donc ça c'est possible, c'est quelque chose qui peut m'arriver. Même en prépa, je pense que c'est quelque chose qui, voilà, je suis pas à l'abri en quelque sorte, mais bon, voilà, je saurais compenser, c'est pas un écart, même en fin de prépa, c'est pas un écart qui va tuer mon résultat final sur la scène du tout. C'est facilement recompensable si vraiment besoin, et puis de toute façon, je suis bien entouré avec mon coach, donc je pense que j'ai pas de problème avec ça. Par contre, moi vraiment, mes TCA, elles peuvent très facilement, et elles ont très facilement fait resurface en off-saison et surtout en post-compétition. Pourquoi? Parce que en fait, clairement, du coup, j'ai jamais eu le droit dans ma vie, comme je vous ai dit, de manger ce que je voulais, même les pommes de terre, même les pâtes, même après bien sûr tous les trucs sucrés. Enfin, je sais pas moi, mon dada, moi c'est le chocolat et le fromage. Autant vous dire, mon corps de toute façon il supporte pas du tout ça. Je suis malade. Je suis pas vraiment malade grave, mais en gros voilà, mon intestin il n'arrive pas à digérer, donc clairement il digère pas, donc ça reste et ça se stocke et ça s'entasse et mon ventre, ma taille s'épaissit, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre distendu. Enfin voilà, vraiment c'est pas du tout un plaisir après avoir mangé, si c'est plus qu'un tout petit peu, enfin un petit peu on va dire, si c'est plus que de manière proportionnée on va dire. Clairement je le paye derrière, hein. Je le paye et je le paye des fois cher. Donc voilà, mais en dehors de ça, les plaisirs sucrés, etc. Et les abus alimentaires, moi c'est vraiment off-saison et post-compétition que c'est là où je mets vraiment mon énergie, mon temps, ma conscience là-dessus pour que ça ne soit plus un problème avec le temps. Donc à savoir du coup, mon premier post-compétition, c'était la première fois où j'avais le droit de manger absolument tout ce que j'avais envie, hein, clairement, en post-compétition. Hein. En plus de ça, c'était... moi, à chaque fois, mon post-compétition, ça s'arrête en... Là, la première année, c'était en décembre, début décembre. Et j'allais dans ma famille en Alsace. Et en plus, j'étais trop sèche sur la scène. Donc, j'avais tiré ma condition vraiment très basse. Donc, je pouvais vraiment manger ce que je voulais. Hein. Voilà, faut se dire tel qu'il est. Moi, en post-compétition, quand je décide de passer un off, j'ai après 1 ou 2 semaines où je mange tout ce que j'ai envie avec mes proches. Je me prends pas la tête. J'organise pas mes repas. Je prends pas de chup. Je pèse rien. Et je vais pas à la salle de sport. Voilà, clairement, c'est en tout cas jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je fonctionnais. Du coup, ma première post-compétition, en fait, ça a été pour moi la première fois de ma vie où je pouvais manger déjà un calendrier de l'Avent, du chocolat, du fromage, parce que c'est la période des fêtes, donc raclette, fondue, machin. Je pense que dans ma vie avant ça, j'ai dû manger une fois une raclette par an au restaurant le jour de Noël ou du Nouvel An en famille, mais c'est tout. Et du coup en famille, donc encore une fois avec des gens qui regardaient ce que je mangeais, ils me disaient ne mange pas trop. Donc voilà, autant vous dire que le côté frustration, t'as beau manger un truc plaisir, mais tu savoures pas assez parce que tu sais qu'on est en train de te surveiller. Donc clairement c'était pas ouf. Là en gros c'est la première fois de ma vie où je pouvais manger absolument tout ce qui me passait devant les yeux et tout ce que j'avais envie. Et toutes les choses que j'avais jamais mangé même de ma vie des fois. Devant mes proches sans qu'ils puissent, sans que je me sente jugée par leur regard en fait.
C'est-à-dire c'est la première fois de ma vie où je me disais, ben vas-y, si j'ai envie au petit-déj de m'acheter du pain de mie et de me tartiner de Nutella, et ben c'est la première fois de ma vie où je vais les regarder en souriant et je vais le manger. Et je vais avoir zéro sentiment de culpabilité et zéro sentiment de jugement. Donc en fait, autant vous dire que j'ai pété un plomb. J'ai mangé tout ce qui me passait sous les yeux. Je ne m'arrêtais même plus de manger. Comme je vous ai dit, j'ai même pas de satiété. Donc moi, je peux manger non-stop en fait. Il n'y a pas de moment où je me dis c'est fini, j'ai plus faim. Moi, c'est tant que mes yeux, ils ont envie de manger et que je ne suis pas en train de vomir, et ben je peux continuer à manger. Donc la première année, j'ai fait le 31 décembre, j'ai fait une occlusion. Non, la première année, non. La première année, j'ai fait une occlusion. Oui, j'ai fait une occlusion. J'étais hospitalisée juste aux urgences pendant une journée. J'ai été en surveillance, il me semble, pendant 2-3 jours à l'hôpital. Et puis, je suis rentrée chez moi, je suis restée à jeun. On m'a laissé à jeun pendant 4-5 jours avec ouais, enfin, après, j'ai repris yaourt, tout ça, puis c'est passé. Moi, off-saison derrière, du coup, c'était un peu compliqué. Le début, en tout cas. Je me sentais un petit peu délaissée sur le plan de la diète, tout ça. Et en fait, du coup, j'ai mis vraiment pas mal de temps avant de retourner à une hygiène alimentaire, on va dire, normale pour quelqu'un qui faisait du sport. Mais bon, voilà, avec la reprise de la muscu, en vrai, la dépense calorique, elle est quand même assez importante. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez actif. J'adore faire du vélo, mais des heures durant. Quand je peux partir en vélo, je peux en faire pendant 3 heures sans même me rendre compte que ça fait 3 heures que je suis en train de pédaler. Donc c'est pour ça que j'en fais plus d'ailleurs, parce que ça m'épuise beaucoup trop. Et là, en prépa, je peux pas me permettre parce que je risque trop de me blesser avec mon travail et tout. C'est beaucoup trop. Du coup, autant vous dire, le vélo, il est sur le côté. Là, la roue, elle est même pas dessus. Je peux pas en faire. Il faut pas que j'en fasse. C'est interdit. J'ai hâte de pouvoir aussi passer en saison pour pouvoir faire du vélo. C'est aussi mon grand plaisir, ça. Donc tout ça pour vous dire, moi c'est vraiment off saison que j'ai du mal à gérer du coup mes pulsions. Et ma deuxième saison, alors là, cette fois, j'ai fait quoi? J'ai fait encore autre chose. Ah oui, en post-compétition, à ma deuxième saison, j'ai fait le 30... Ben, en gros, c'est le 31 décembre, pas de cette année, mais de l'année d'avant. J'ai fait... non, le 30 décembre, j'ai fait une péritonite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement mangé en post-compétition. J'ai tellement mangé que, si vous voulez, les aliments, ils ont poussé sur les points de mon bypass dans mon ventre. Ça les a fait sauter. Donc, j'ai les aliments qui, en fait, quand je mangeais, ils tombaient derrière dans la cavité où il y a, qui protège les intestins et tous les organes digestifs, qui s'appelle le péritoine. Donc, en fait, j'ai les aliments qui s'entassaient dans le péritoine. Et on s'en est pas rendu compte. J'ai eu des douleurs vraiment incroyables. J'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Sachant que j'en ai eu des douleurs incroyables, mais alors là, c'était hardcore. J'ai dû appeler les pompiers. J'ai la chance que mon chirurgien, du coup, qui travaille dans ma clinique, il me connaît un petit peu. Il sait que je suis assez résistante à la douleur. Il m'a dit, Morgane, je t'emmène au bloc opératoire parce que, te connaissant, c'est pas juste rien. Parce que sur les images, on voyait pas forcément grand-chose. Et il m'a dit, bah écoute, je t'emmène au bloc, on va aller voir ce qui se passe. Et en fait, quand je suis sortie du bloc, on m'a dit, non mais Morgane, ce soir tu vas pas aller travailler, ni demain, ni la semaine prochaine, en fait, tu es en arrêt. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et en fait, voilà, ça c'est ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait sauter des points du bypass. Et clairement, du coup, après je peux plus manger pendant un certain temps, le temps que, en gros, la soudure se refasse toute seule, si elle se refaisait toute seule, sinon il fallait réopérer pour refermer ça. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait une cilioscopie encore, donc il m'a mis les tuyaux, les machins. Il m'a aspiré tous les aliments qui étaient tombés derrière. Il a essayé de nettoyer au mieux. Et donc, j'étais sous antibiotiques pour pas faire d'infection, en gros. Et j'avais un tuyau dans le ventre pendant 7 ou 10 jours pour continuer à aspirer, en fait, et à drainer tout ce qui était tombé derrière. Et le liquide de sécrétion que faisait le corps pour lutter, en quelque sorte. Pour continuer à l'évacuer aussi, le vider. Donc du coup voilà, encore une fois j'ai été hospitalisée et encore une fois immobilisée. Donc j'ai encore vu mon corps se dégrader totalement, mes muscles se vider totalement, plus droit de manger du tout. Donc voilà, autant vous dire que donc plus de training pendant pas mal de temps aussi, parce que du coup j'avais aussi fait en fait
le bypass m'avait fait des hernies sur le ventre. C'est-à-dire que les petits points en fait où il rentre le matériel, donc justement ces trous là, où il rentre le matériel, donc il y a un truc pour la caméra, un truc pour mettre le ciseau, etc. En fait, comme ça perfore la paroi des abdominaux, en fait, moi, ça avait fait des boules à force de, je pense, me contracter mes abdominaux. Ça avait fait des sorties, en fait, des boules, si vous voulez, ma peau. Ça faisait des boules ben, en fait, je pense que c'était la cicatrisation qui est derrière. Ça faisait des boules sous la peau, donc c'était vraiment pas beau. Du coup, mon chirurgien esthétique, quand il m'a fait mon body lift, il m'a enlevé ça. Il m'a réaplani les abdominaux. Et donc là, en fait, j'avais peur de réavoir des boules et des trous. Donc le but, c'était vraiment, je contracte pas les abdominaux pendant très longtemps, le temps d'être sûr que mes abdos se soient vraiment bien reconsolidés et remusclés. Que voilà, que toute la peau se soit vraiment bien refaite pour pas que j'ai de risque de refaire en fait, des boules sur mes abdos qui étaient à nouveau plats, en fait, hein, voilà, clairement. Donc j'ai fait super attention à ça. Le body lift aussi, en fait, j'avais plus du tout de tension, enfin, de notion de connexion nerveuse avec ma peau, que ce soit en profondeur ou en surface, sur toute la zone opérée et genre vraiment tout ça de la zone opérée, je pense. J'avais pas du tout de connexion, c'est-à-dire que je sentais pas mon fessier. Là, si je touchais, j'avais pas l'impression que c'était mon corps en fait, clairement. Donc c'était un peu chaud. Ça, c'est voilà, c'est encore quelque chose qui est en train petit à petit de se résoudre. J'ai plus trop ce problème là maintenant, ça commence à aller mieux. Mais ça a mis beaucoup de temps et surtout, du coup, je gonflais aussi. Mes 2 premières saisons de compétition, en fait, j'avais ma taille des fois qui, d'un seul coup, sans trop d'explications, s'épaississait parce qu'en fait, ça devenait tout dur cette zone, que j'avais pas de contrôle vraiment dessus. Je faisais de mon mieux, mais j'avais vraiment pas de contrôle. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis autant d'importance dans le fait d'affiner ma taille. De travailler le vacuum, etc. C'est que je voulais absolument retrouver un contrôle de mes abdominaux, des connexions nerveuses de mes abdominaux, parce que pour moi, la taille, c'est essayer d'affiner sa taille, c'est vraiment le plus gros du travail. Déjà, de base, ma morphologie, c'est un H. De base, j'ai une taille qui est droite. Donc, quand je me mets de face, si je me mets de face sur scène, j'ai l'air d'être un poteau. Voilà, clairement, c'est pas du tout esthétique. Donc moi, je dois énormément travailler sur mon posing pour être toujours de profil. Je dois énormément travailler mes étirements d'abdominaux, d'obliques pour pouvoir avoir la taille qui est twistée le plus possible pour me rendre le plus fine possible sur tout ce qui est pose en fait. Et je dois essayer au maximum de dissimuler ma taille à partir du moment où je dois marcher en direction du juge ou ou marcher de dos en fait. À partir du moment où je dois me poser droite, on voit que je suis un H. Donc c'est là que je dois essayer d'utiliser des subterfuges pour gommer le fait que je sois un H. Malheureusement, j'ai beau être le plus fine possible, maigrir le plus possible, ma taille, je vous montre, hein, regardez, ma taille, même si voilà, je suis un H, je suis droite. Pourtant, de profil, voilà, je peux m'affiner au maximum, le jour de la scène, affiner au maximum. Mais ça ne change pas que si je me mets de face, je suis toujours un H. Donc avec les années et la routine que je vous ai partagée dans la vidéo d'avant, j'arrive quand même, je pense saison par saison, à gagner. Alors la première saison, j'ai dû gagner 7 cm de tour de taille, quelque chose comme ça. Et cette saison-là, j'ai pas encore du coup la mesure que j'aurai de ma taille le jour J de la scène. Mais clairement, cette saison-là, j'ai déjà gagné, je crois, 4 ou 5 cm de tour de taille, si ce n'est plus, par rapport à ma saison, enfin le moment où j'avais la taille la plus fine, donc je pense le jour du show, hein, clairement, de l'année dernière pour Olympia Italie. Voilà, donc en fait, je pense que clairement, j'ai fait un beau off-saison avec Chris parce que même à mon poids le plus haut de mon off-saison, où clairement, voilà, j'ai mangé plein de choses, je me suis fait plaisir, etc. Grâce à ma routine, j'ai toujours gardé les abdos quand même relativement un minimum découpés, le ventre quand même un minimum sec comparé au reste de mon corps. Et en fait, ma taille, je pense que j'ai dû prendre peut-être 2-3 cm par rapport au plus fin que j'avais eu. Et après, depuis qu'on a commencé la sèche, c'est là que les centimètres ont chuté.
Et j'ai la taille, ouais, je crois déjà, ouais, je pense 3-4 cm déjà de moins que le jour du show de l'année dernière. Donc vraiment, cette routine, elle m'aide année par année, on va dire, avec le fait que je sois vraiment régulière. Je fais ça tous les jours. Moi, il n'y a pas... Allez, je pense qu'il y a d'avoir 10 jours dans l'année où je le fais pas parce que, ben voilà, post-compétition, quand je relâche tout et que je mange n'importe quoi, si je vais manger un gros repas le soir, le lendemain matin, clairement, j'ai mal au ventre, enfin, j'ai le ventre détendu, c'est quasiment impossible. Alors, je vais faire mes étirements, je vais me masser le ventre pour aider à digérer, ça oui. Mais par contre, le vacuum sur le ventre plein le matin, ah non, j'irais juste me donner envie de vomir. Je préfère même pas essayer, autant vous dire, voilà, c'est le moment où je le fais pas. Mais sinon, voilà, je le fais vraiment tout le temps et ça m'aide vraiment, je vois vraiment une grosse évolution. Je regarde s'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Donc du coup, moi j'ai fait la péritonite, une occlusion. Donc j'ai eu cette satisfaction de pouvoir manger devant mes proches pour la première fois tout ce que je voulais et de m'en sentir légitime. Et en fait, d'être passé une fois par ça, puis une deuxième fois par ça, ben voilà, je pense que ça a résolu carrément mes problèmes avec l'alimentation. Maintenant, j'ai plus vraiment de TCA en fait. J'ai plus de culpabilité à manger ce que je veux parce que je pense que dans ma famille aussi, ils ont pris conscience que maintenant je suis une athlète, je vis pour ça, c'est mon plaisir, c'est ma raison de vivre. Et en fait, ils sont plus du tout dans le jugement de ce que je mange. Clairement, ils sont admiratifs et ils vont plus être à me questionner, me dire ah d'accord, et tu manges quoi en ce moment? Tu manges ça? Oh là là. Ou ok, même si je mange des quantités importantes ou 6 fois par jour en saison, au début ils continuent à me dire ouais, tu manges 6 fois, tu vas grossir, machin. Non. Maintenant, on me dit, maintenant on me regarde manger, on sait que c'est dans mes habitudes, on sait que je sais ce que je fais, que je suis suivi par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc en fait, clairement, maintenant, je suis plus du tout jugée. C'est-à-dire que si je décide, même pendant 2 semaines, 3 mois, de manger ce que je veux, mes proches, ils vont absolument pas me juger parce qu'ils savent que, vu tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai vécu et où j'en suis encore maintenant, ben, c'est un peu la preuve que je suis capable de faire les choses pour moi, de me bouger pour moi et que si je fais quelque chose, c'est que j'estime que c'est pour mon bien. Donc si j'ai besoin de relâcher, c'est pour mon bien. Et ils vont pas être contre moi, au contraire, ils vont profiter de ce moment avec moi où je relâche, où je me prends pas la tête. Voilà, après il faut savoir que moi, j'ai le besoin d'avoir le sentiment de pas me priver de mes proches et de moments importants avec eux, même en prépa. Donc ça veut dire que c'est mon choix et je le subis pas mal du tout. Mais en prépa, même en sèche, drastique, tout ce que vous voulez, même si je dois pas manger du tout, même les gens qui m'accompagnent avant la compétition, les jours avant la compétition sur place, je vais rechercher tous les meilleurs restaurants sur place, les machins, pour que ce soit du petit déjeuner au goûter, au repas du soir, au restaurant du soir. Je fais en sorte qu'ils aient le meilleur endroit qui existe sur place. Je les accompagne manger au restaurant. Des fois, je suis même en déshydratation, j'ai même pas le droit de boire, hein. Mais je les regarde manger et j'ai le sentiment de satisfaction de les voir manger. Je leur demande si c'est bon, je sens. Et en fait, des fois, je rentre chez moi et j'ai l'impression que limite, c'est moi qui ai mangé les repas quand je sors avec mes amis, quand je sors avec mes proches, quand je sors avec ma famille. J'ai l'impression d'avoir mangé aussi ce qu'ils ont mangé. J'ai le plaisir de l'odeur et le plaisir, voilà, le visuel aussi. Donc voilà, au moins je sais les bonnes adresses. En plus, je les connais. Du coup, après, s'ils se trouvent qu'un endroit était bon, je leur dis bon bah, par contre, quand moi je pourrais manger, on y retournera. Et du coup, je garde que des bonnes adresses en tête, vraiment les très bonnes adresses quoi. Maintenant, j'ai plus envie de me jeter sur un pot Nutella. Clairement, j'ai envie d'aller manger à une bonne adresse, des bonnes tapas ou un bon truc avec mes proches. Clairement, c'est vraiment les moments avec mes proches qui comptent le plus pour moi. C'est plus du tout avant en fait, mes TCA, ma boulimie, clairement. En fait, fallait que je sois toute seule, fallait que personne me regarde pendant que je mange. C'était vraiment coupable, hein. Et j'aurais stressé que quelqu'un me regarde. J'avais même du mal globalement à ce que tout le monde me regarde manger en fait. Enfin, clairement, manger un repas devant les gens, c'était compliqué pour moi. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Même ma première année de prépa, hein, c'était compliqué pour moi d'avoir le sentiment que les gens me regardent manger en fait. Je me sentais coupable de quelque chose parce que j'ai depuis toujours été comme ça, a été jugée sur ce que je mangeais. Donc j'avais vraiment une difficulté avec ça. Maintenant, je me sens légitime de manger ce que je veux quand je veux. Autant vous dire que du coup, j'ai plus du tout de complexe en fait. Et le fait d'avoir pu manger les repas de fête depuis 2 ans,
autant que je veux, comme tout le monde, avec mes proches, et bien ça m'a libéré d'un poids. Je pense que émotionnellement, même psychologiquement, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup mûri. Maintenant, je prends soin de moi pour moi. Voilà, clairement, c'est pour moi que je fais les choses, c'est pour moi que je fais de la compétition, c'est pour mon bonheur à moi, c'est mon plaisir à moi. Je vis ma meilleure vie. Ça doit être des challenges et dure tous les jours. Je vis ma meilleure vie. Et du coup, clairement, j'ai pas envie de faire autrement. Donc voilà. Maintenant, je sais effectivement que mon vécu de TCA et de boulimie a été quand même assez extrême. Hein. J'en suis arrivée à des stades, j'ai eu des comportements vraiment autodestructeurs assez graves. Hein. J'en suis arrivée assez loin quand même avec ma péritonite, etc. Donc je sais vraiment ce que c'est et je sais les étapes par lesquelles on doit passer pour réussir à les gérer. Clairement, j'appelle ça les gérer parce que comme je vous ai dit, à tout moment, je peux retomber dans des travers, mais je suis consciente de ce qui m'y emmène. C'est-à-dire, je sais que c'est quand je suis fatiguée, je sais que c'est quand j'ai un trop plein d'émotions, je sais que... Donc, ce qui se passe, c'est que quand je sens que je vais craquer ou que j'ai craqué, je fais en sorte de ne plus me retrouver dans cette situation-là. Donc, au niveau des émotions, je vais aller voir mes proches, quelqu'un avec qui je peux discuter, avec qui je peux évacuer mes émotions, ou ma naturopathe, par exemple. Au niveau de la fatigue, clairement, quand je suis trop fatiguée, plutôt que d'aller manger, je vais aller dormir d'abord et je mangerai après. Et comme ça, voilà, j'aurai plus cette pulsion qui, mon cerveau pense que j'ai faim, mais en fait, non, j'ai pas faim, j'ai sommeil. Voilà, donc ça, c'est un des trucs qui m'arrive souvent. Et donc, pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, mon physique de maintenant, du coup, en gros, je voulais vous parler de mes points faibles. Je vous l'ai dit, ma peau mal tendue sur les jambes, clairement, le bas fessier et les jambes. Le bas du dos, clairement aussi, un peu le bas du dos, le bas fessier et les jambes. Ma rétention d'eau, donc qui s'évacue que à la fin. Ma taille en H, mon haut fessier qui est détruit, clairement, que je suis encore en train d'essayer de compenser contre. Et enfin, pour finir, je voulais vous parler du coup de mes objectifs physiques. Donc j'aimerais pour le haut du corps rester sur un haut du corps comme ça que j'ai quand même bien déconstruit, j'en suis assez satisfaite. Peut-être les épaules un peu plus arrondies, je pense qu'on les reprendra un tout petit peu juste pour garder des épaules arrondies qui vont avec ma ligne. Forcément gagner en volume fessier, quadriceps, ischio, maintenant que je suis à peu proportionné. Avant j'avais des trop gros quadriceps par rapport à mon volume fessier ischio, donc on les avait plus travaillés pendant pas mal de temps. Maintenant qu'on les a réinsérés et que je trouve que j'ai des proportions à peu près harmonieuses, maintenant il faut reprendre le travail général de tout ça en continuant à bastonner le haut fessier pour que ce soit plus un défaut pour ma ligne. Et donc gagner en volume et en maturité sur l'entièreté de la jambe maintenant. Et du coup continuer à affiner cette taille avec les années. De toute façon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de remède miracle. C'est la régularité et de toute façon, voilà, de toute façon, c'est mon bien-être. Je vis ma meilleure vie, comme je dis tout le temps. Ça va être un challenge, je vis ma meilleure vie. Et du coup, voilà, je ne me vois pas en changer, donc je vois que ma ligne s'améliorer. Comme je dis des fois, je suis comme un bon vin. Je pense que je vais m'améliorer avec l'âge. Donc voilà, je pense que j'ai abordé tous les thèmes que je voulais aborder. Je sais que c'était long, donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop bassiné, mais je pense que c'est quand même intéressant. Mon parcours, il est pas commun. Voilà, je vous mettrai une boîte à questions pour savoir maintenant, à partir de maintenant, dans quel ordre vous voulez que j'aborde quel thème, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de thèmes que je peux aborder. Et du coup, je vous laisserai une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez m'aider à m'indiquer dans quel ordre je vais traiter les choses, sachant que dans 5 semaines, je vais aller à Toronto. Du coup, forcément, la dernière semaine, je pense que ce sera vraiment dédié au voyage, à filmer sur place, à filmer ma fin de préparation de valise, mon posing, l'affûtage de mon posing, les petits détails pour la peau, pour les cheveux, pour l'organisation, tout ça. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo elle va vous plaire quand même. Je vous mets mon training Focus Quadriceps de cette semaine. Et voilà, on continue la prépa, on est à fond. Il reste à tirer un petit peu de conditions. Des moments de grosse fatigue et des moments où ça va à peu près. Mais voilà, je m'en sors quand même pas trop mal. Je suis assez satisfaite. J'ai hâte de voir le physique le jour J bien rempli. Et voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et nous voilà avec le binôme.
C'est parti, c'est en squad.